toutes et à tous. C'est la première fois que je viens en Carême. C'est un immense plaisir. J'ai déjà participé à des conférences en ligne, mais venir physiquement, ça a une autre saveur. Et de voir de nombreuses têtes connues, c'est également un vrai plaisir. C'est un pôle qui est important dans le paysage de la recherche, de l'analyse sur le monde arabe. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que c'est un des rares espaces où on parle aussi du Yémen. C'est donc un honneur de servir de modérateur en fait pour Linda Al-Obahi que je connais depuis maintenant une bonne dizaine d'années. On s'était rencontrés au Yémen en 2009 je pense. Et puis depuis elle a suivi son chemin, moi j'ai vieilli. Linda a été active à divers titres dans les développements politiques que le Yémen a connus depuis la fin des années 2010, avec une phase très encourageante liée au ce qu'on avait appelé le soulèvement yéménite ou le printemps yéménite en 2011-2012, période au cours de laquelle elle a pu conseiller l'ambassade de France, notamment pour ce qui concernait les projets de constitution. Donc on a eu une phase qui était extrêmement encourageante avant la dégringolade qui malheureusement se poursuit. On sort là d'une phase qui était un tant soit peu encourageante puisqu'elle était marquée par une trêve qui s'est essentiellement incarnée, et Linda pourra nous le préciser, dans un arrêt des bombardements de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. Et puis dans des perspectives de discussion qui malheureusement s'est achevée hier, et on a eu 2 renouvellements en juin puis en août, à chaque fois pour 2 mois, une trêve qui concernait donc la rébellion houthiste qui contrôle Sanaa depuis 2014, et puis le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Donc c'est un plaisir d'écouter Linda. Je pense que c'est aussi important, et c'est quelque chose que moi j'ai pu constater en travaillant sur le Yémen depuis une vingtaine d'années maintenant, avec des phases aussi d'apprentissage liées à ma thèse, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis au Yémen, et ce qui est tout à fait notable et qui s'est accéléré depuis le déclenchement de la guerre, c'est l'émergence aussi de voies yéménites d'expertise, on va dire, de recherche, dans le champ de la recherche. Et cette dimension-là, elle est encouragée par tout un tas d'institutions, qu'elles soient directement liées au Yémen ou liées à la région. Elle s'incarne aussi dans des publications, et je pense que c'est réellement un mouvement qu'il faut entretenir. Il y a eu différentes initiatives, notamment celle de Franck Mermier, qui est ici dans la salle, qui visait à traduire en fait les écrits des Yéménites sur leur guerre dans différents registres. Et entendre Linda, je pense que c'est quelque chose aussi de précieux qu'il faut valoriser, que les médias devraient aussi intégrer, parce que ces voix yéménites, qui sont des voix raisonnables, qui sont des voix informées, sont extrêmement importantes, non seulement pour la compréhension de la situation au Yémen, du conflit, mais aussi pour essayer d'imaginer une issue qui intègre réellement la position des Yéménites. Donc Linda, on s'est parlé brièvement pour réfléchir à l'organisation de la séance. Ce qui en est sorti, c'était qu'on allait tout d'abord évoquer cette trêve qui vient de se terminer, les raisons de son émergence, et puis aussi malheureusement les raisons de sa fin, même s'il reste encore peut-être un espoir de la prolonger d'une manière ou d'une autre dans les jours à venir. Mais l'idée là est que tu puisses nous présenter pendant quelques minutes, le temps que tu estimes nécessaire, les fondements de cette trêve. Merci. Merci Laurent. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis honorée d'être invitée par le Carême pour la première fois pour parler du Yémen, pour parler de la trêve au Yémen et du rôle des femmes dans le processus politique.
Et je suis très ravie d'être aux côtés d'un ami très cher, l'ami de tous les Yéménites. Je me lève de le dire. C'est un expert sur le Yémen et un grand chercheur. Donc, par quoi commencer? En fait, pendant les 6 derniers mois, on avait une grande question au Yémen. C'était, est-ce que la guerre au Yémen est arrivée à sa fin? Donc, on avait beaucoup d'espoir avec cette trêve qui est entrée en vigueur le 2 avril et qui était en quelque sorte la trêve la plus respectée depuis 2016. Donc, c'était une lueur d'espoir pour nous. Et c'est à cause de ça qu'on avait eu cette réflexion, comme quoi peut-être que c'est vraiment la fin de cette guerre. Donc cette trêve a été renouvelée 2 fois, avec les mêmes termes. Et pour la troisième fois, les Houthis ils ont ajouté quelques termes, quelques points. Malheureusement, les 2 côtés ne sont pas arrivés à un accord et d'un coup, on n'a pas eu, il n'y avait aucune prolongation de cette trêve et depuis 12 jours. Donc la trêve s'est expirée 12 jours. Et quand j'ai proposé le thème pour faire cette intervention au Carême, l'objectif c'était de parler de la trêve, la fragilité de la trêve. Et là, j'étais obligée d'ajouter quelques éléments parce que je vais vous parler de l'échec, pourquoi la trêve s'est échouée. C'est vrai qu'on a appris cette nouvelle avec beaucoup de tristesse, parce que c'était une bouffée d'air pour les Yéménites, mais ce n'était pas vraiment un choc, c'était quelque chose d'attendu. Donc, même pour moi-même, j'ai préparé des notes, parce que depuis 6 mois, on vit des changements, un changement militaire, un changement politique, on n'arrive plus à suivre la chronologie d'événements, donc on est obligé de suivre avec des notes. Donc je tiens à préciser en fait qu'en trêve, ce n'est pas un cessez-le-feu formel, donc il n'y a pas de mécanisme de surveillance. Et pendant cette trêve, ces 6 mois de trêve, il y avait des violations commises par les Houthis, et il y a une organisation internationale qui a fait le compte de 2 avril jusqu'à 29 juillet, il y avait à peu près 1860 violations commises par les Houthis et environ entre 300 et 360 morts. Donc, c'est-à-dire que les opérations militaires se sont poursuivies par les Houthis sur les fronts de Mareb et de Taïz, mais il y a aussi le côté positif de la trêve. Les avantages tangibles de cette trêve, c'est qu'il y avait une réduction de 60% d'hostilité et de violence au Yémen. 21 000 passagers yéménites, ils ont pu partir, c'est-à-dire partir à travers l'aéroport de Sanaa soit pour des soins médicaux, soit pour se réunir avec leur famille. Et il y avait une baisse de prix de carburant et un flux de carburant à travers le port de Hodeida. Donc, ce sont des points positifs et pour nous, ça a aidé un peu les Yéménites à vivre dignement pour un certain temps. Donc, la grande question, pourquoi cette trêve? Pourquoi depuis 2016 jusqu'à il y a 6 mois, pourquoi on n'est pas arrivé à appliquer ou à avoir ce genre de trêve respecté par les 2 côtés au conflit? C'est tout simplement parce que là, on doit donner un contexte militaire. C'est que avant cette trêve, les Houthis, ils ont augmenté leur attaque contre l'Arabie Saoudite. Ils ont commencé à frapper, par exemple, le dépôt de stockage pétrolier à Jeddah. Ils ont lancé 3 missiles vers Abu Dhabi et aux Émirats 3 fois au début de cette année. Donc, c'est en quelque sorte, la coalition a été touchée par les attaques des Houthis et ça a changé un peu la donne. De l'autre côté, les Houthis, ils étaient affaiblis
par les affrontements à Taïs et à Mareb, et ils avaient besoin d'une pause pour s'organiser, c'est aussi leur tactique militaire. Donc, et il y a un point en commun entre les deux côtés, le côté de gouvernement, c'est-à-dire les zones contrôlées par le gouvernement et les zones contrôlées par les Houthis, c'est que les deux régions, le Yémen en général, elle a vécu cette crise économique et qui est liée à la guerre en Ukraine, parce qu'il y avait des flambées aussi des prix. Et le Yémen, c'est un pays qui importe beaucoup de produits alimentaires, donc on est concerné plus ou moins par cette guerre. Donc, les termes de cette trêve, qui a été renouvelée 2 fois, avec 6 mêmes termes, c'est l'autorisation d'entrée des navires pétroliers à travers ou par le port de Hodeïda. C'était l'autorisation aussi de 2 vols commerciaux à destination et en provenance de l'aéroport de Sanaa. Et il y avait aussi un point qui pose problème pour les deux côtés au conflit. C'est un point qui est toujours demandé par le gouvernement, c'est la réouverture des routes de Taïs. Ce sujet il est très sensible pour les Houthis pour des raisons politico-militaires. C'est un élément de chantage, c'est un élément très important. Donc, à chaque fois, dans chaque négociation, quand on arrive à ce point, il y a toujours un blocage. Donc, les deux points ont été respectés par le gouvernement, sauf ce 3e point, sur Taïs. Et c'est comme si c'est les Houthis qui ont profité plus ou moins de cette trêve et pas le côté gouvernemental. Je peux même dire que c'était une trêve partielle parce qu'il y a une partie de Yéménites, c'est-à-dire une ville yéménite qui n'a pas profité de ces 6 mois de pause humanitaire, économique, etc. Donc, pour faire une petite chronologie, le 2 avril, donc, on a eu la trêve. 5 jours après, l'ex-président Hadi il a décidé brusquement, il a annoncé brusquement le transfert de ses compétences, de ses pouvoirs à un conseil présidentiel. C'est le PLC, c'est le Presidential Leadership Council. Pourquoi? Donc, toujours dans ces événements, c'est la deuxième question. Pourquoi ce changement de régime politique? Donc, on est passé d'un régime où on a un président et un vice-président à un autre régime présidentiel, mais un conseil présidentiel avec un président et 7 membres de ce conseil présidentiel. Donc, pourquoi ce changement? C'est là, je passe vers, ou j'ouvre des parenthèses pour un contexte politique. C'est que l'envoyé spécial des Nations Unies, le nouvel envoyé spécial, le Sweetba, lui, il est venu avec une nouvelle approche politique. Et cette approche, c'est d'appliquer ce qu'il appelle Framework for Multi-Track Peace Process. C'est en quelque sorte une politique inclusive. Donc, il a décidé d'élargir la participation au processus politique en intégrant ou en incluant les partis politiques, pas seulement les 2 partis au conflit, c'est-à-dire le gouvernement et les Houthis, mais elle a ajouté les partis politiques, les petites composantes qui ont été politiques, les mouvements comme les mouvements Tehami, les mouvements Hadrami, et là même les femmes, les jeunes, des experts économiques. Donc, elle a vraiment essayé de faire ça en façon de sa part de donner ce sentiment d'engagement. C'est comme si les Yéménites sont concernés par ce processus politique. Et c'était tout en réussite, plus ou moins. C'est-à-dire que, elle a organisé des consultations à Amman, et c'était au mois de mars, c'est-à-dire avant cette trêve. Et je crois que l'idée d'appliquer cette politique inclusive, c'était aussi un élément qui existe dans la fameuse résolution des Conseils de sécurité des Nations Unies, la résolution 2216, qui indique qu'il ne faut pas limiter le processus politique entre les 2 parties belligérantes à cette guerre.
il faut vraiment élargir la participation. Donc, je crois qu'il s'est inspiré, lui, il s'est inspiré de cette résolution et il a appliqué cette politique. Donc, il reste maintenant l'engagement ou d'ajouter la société civile à ces consultations, et c'est une chose qu'on fait actuellement avec l'organisation dans laquelle je travaille, Peace Track Initiative. J'ai mon collègue ici aussi qui travaille avec moi dans cette organisation. Donc, en fait, on a des discussions et des meetings directs avec le bureau d'envoyé spécial des Nations Unies pour engager aussi la société civile, et c'est en sorte aussi de suivre tout ce qui est accountability, de responsabiliser un peu les parties prenantes à ce cas. Ça, c'est pour le contexte politique. Donc, parallèlement à ce processus, à ces consultations menées et dirigées par l'ONU, l'Arabie Saoudite, elle a décidé soudainement de changer sa stratégie au Yémen. C'est-à-dire, elle a décidé de changer de camp. En jouant en quelque sorte le rôle des Nations Unies. Donc, elle a décidé de parrainer une deuxième conférence de dialogue national. C'est plus ou moins la conférence la plus grande qui a été organisée après celle de la conférence de dialogue national de 2013-2014. Ils ont essayé d'imiter en quelque sorte l'organisation de cette conférence, c'est-à-dire même le nombre de participants à cette conférence. Et cette conférence a été sponsorisée par le CCG, le Conseil de coopération de Golfe. Donc, ils ont osé inviter les Houthis, si je peux dire, à cette conférence à Riyad, sauf que pour les Houthis, c'était pas question de se rendre à Riyad, dans ce pays ennemi, un pays agresseur, pour participer à cette conférence. Quelques points sur cette deuxième conférence, ce qu'on appelle Yemeni Intra-Talks, c'est que la qualité des députés ou des invités à cette conférence n'était pas la même que la première conférence. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, elle a cherché vraiment à inviter des journalistes, des hommes politiques, mais des politiciens plus ou moins, qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux, et même beaucoup de journalistes. Donc, pourquoi? C'est pour garantir un maximum de visibilité à cet événement. Mais c'était l'objectif. Beaucoup d'Yéménis savaient à l'époque que c'est possible que le texte ait déjà rédigé la déclaration ou le texte final de cette conférence, et que c'est juste un événement pour faire la promotion de cet événement. Donc, cette conférence, elle a commencé avec 500 membres. Par rapport à l'ancienne conférence, c'était 565, mais au bout de quelques jours, ce chiffre s'était doublé et on est arrivé à 1000 membres de cette conférence. Donc, toujours dans cette... c'est-à-dire, on se pose toujours la question, pourquoi cette conférence, donc, et pourquoi maintenant, et pourquoi à Riyad? C'est tout simplement parce que c'est pour trois simples raisons. La première raison, c'est que la majeure partie d'attention sur le dossier yéménite, elle se concentre sur l'intervention saoudienne dans le pays et sur la crise humanitaire. Donc, quand on parle du Yémen, ce sont les deux thèmes principaux. Deuxième point, c'est que l'Arabie Saoudite, elle se considère actuellement comme un médiateur et non plus en partie belligérante à cette guerre. Donc, c'est une façon de localiser ou nationaliser cette guerre. C'est-à-dire c'est une guerre civile yéménite, donc on est là pour faire la médiation, mais on est aider les Yéménites à trouver une solution. Jeter cette patate chaude vers le Yémen, c'est juste ça. Donc, autrement dit, c'est aussi une façon d'enterrer 7 ans d'intervention militaire et politique dans le pays. Une chose difficile, je trouve. Donc, le troisième point, et c'est le point le plus important, c'est que l'Arabie Saoudite actuellement, elle poursuit des pourparlers directs avec les Houthis à Oman.
à Mascate. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de vrai progrès sur ou de résultats de ces pourparlers, mais quand même, ça reste une opportunité pour les Saoudiens d'arriver à un accord saoudio entre les Saoudiens et la Houthi. Et comme ça, cela signifie qu'il y aura un désengagement de la part des Saoudiens et que voilà, si on trouve une solution, le reste, ils n'ont rien à voir avec. Donc, à la fin de cette si tu veux intervenir. Donc, la conférence, elle a duré 10 jours et pas 10 mois, parce que l'ancienne conférence, elle a duré quand même 10 mois. Donc, 10 jours. À la fin de cette conférence, on a eu une déclaration constitutionnelle. C'est la déclaration avec laquelle le président Hadi a transféré ses pouvoirs et ses compétences, l'ex-président, à ce conseil présidentiel. Et la formation de ce conseil présidentiel. Donc, un président, Rachad Al-Alimi, qui est un ancien ministre de l'Intérieur à l'époque de Saleh, et 7 vu que la conférence, je préfère ça que la politique. Donc, un président, Rachad Al-Alimi, et 7 membres de conseil présidentiel. Et je tiens de préciser que ce sont des membres et pas des vice-présidents. Parce que ces changements de terme, c'était en quelque sorte pour limiter leurs compétences et leur ambition politique. Ce sont juste des membres de conseil. Donc, le conseil il se compose des 3 comités. C'est-à-dire, on a les 8 personnes, la tête, et au sein de ce conseil, on a un comité politique, c'est le comité de réconciliation et de consultation, un comité économique et un comité juridique. Donc, en total, on a le conseil présidentiel, le PLC, il se compose de 83 membres. La majorité d'entre eux sont en arrière actuellement. Donc, ils ont respecté en quelque sorte, il y a un quota qui a été respecté pour la tête de ce conseil présidentiel, c'est-à-dire qu'on a respecté un quota sud-nord, mais également pour les gens qui connaissent bien les backgrounds de chaque membre, sont passés pendant ce processus de paix. On a aussi un quota indirect qui est un quota pro-émirati, un quota pro-saoudi et pro-yéménite. Donc, il y a quelques membres de ce conseil présidentiel. Je parle toujours de ces 8 personnes. Et il y a quelques membres qui étaient des dirigeants des milices. Parce qu'à l'époque de Hadi, il a essayé de faire la différence entre les milices qui sont contre lui et les forces étatiques. Mais maintenant, en quelque sorte, ils ont fait une fusion entre les deux pour créer un camp anti-Houthi. C'était l'objectif, c'est-à-dire l'objectif de ce conseil présidentiel, c'est d'avoir ce camp, avoir un interlocuteur crédible, mais également un adversaire qui est fort, redoutable. Donc, est-ce que le conseil présidentiel, ou la tête de ce conseil, est-ce qu'elle a réussi à se transformer, à ce camp unifié contre les Houthis? Non, c'est pas le cas. Et malheureusement, ça crée plus d'espace pour des ambitions politiques et beaucoup de fragmentation au sein du conseil présidentiel. Le problème également, c'est qu'après la formation de ce conseil présidentiel, et dans cette optique de l'Arabie Saoudite de se retirer petit à petit de la scène politique yéménite, le conseil présidentiel ne reçoit pas assez de soutien, beaucoup de soutien, disons ça comme ça, comme c'était le cas avec le président Hadi.
Donc, on fait beaucoup de promesses, mais on ne tient pas vraiment ces promesses, notamment les promesses sur tout ce qui est aide financière. Et ça a mis le Conseil présidentiel dans un état un peu critique face aux Yéménites, parce que les Yéménites qui étaient assoiffés d'une solution politique, elles ont ignoré en quelque sorte la constitutionnalité de ce processus juste pour avoir une solution. Et d'attendre sans avoir des résultats, ça commence à créer de mécontentement auprès du peuple yéménite, et on commence à regretter l'époque de Hadi. C'est moi et on regrette l'époque de Hadi. Donc, la question maintenant, c'est que le PLC, ou le Conseil présidentiel, il est presque le maillon faible sur le paysage politique actuellement, le paysage politique et militaire. Et que les Houthis, c'est comme s'ils ont gagné, dans leur tête, ils ont gagné cette guerre. Ils ne reconnaissent pas ce conseil présidentiel, parce qu'ils disent qu'au moins le président Hadi a été élu, et même si c'était des élections type référendum, mais quand même elle avait une légitimité. Dans leurs yeux, le conseil n'a pas cette légitimité, et que ce sont eux les seuls représentants du peuple yéménite actuellement. Donc, tout ça, c'est le contexte politique, le contexte militaire, pour vous dire que pour les Houthis, tout ce qui est partage de pouvoir, c'est fait. Donc maintenant, on a un conseil présidentiel qui gouverne le sud et les Houthis qui gouvernent le nord. Donc, passons c'est au détriment du peuple yéménite. Nous, on est là juste pour vivre. Donc, après avoir passé cette étape de partage du pouvoir, maintenant, c'est le partage des richesses, et notamment des ressources, et notamment les richesses pétrolières. Donc, c'est pourquoi j'arrive à ce point, c'est pourquoi, en quelque sorte, cette trêve n'a pas été renouvelée il y a 2 jours. C'est parce que pour les Houthis, ils sont titulaires de cette richesse. C'est-à-dire qu'ils ont réclamé, ils ont demandé au gouvernement yéménite de payer les salaires des fonctionnaires qui travaillent dans les territoires ou les zones qu'ils contrôlent eux-mêmes. Et ils ont même ajouté les militaires, pas seulement les fonctionnaires, avec des listes qui datent de 2014, etc. Sauf que pour le gouvernement, c'était aux Houthis de payer ces salaires. Parce que selon l'accord qui a été signé à Stockholm en 2018, c'était aux Houthis de payer les salaires avec les revenus de port de Hodeida. Donc les Houthis, ils ont accumulé cet argent sans rien payer, parce que toujours le peuple yéménite, on est là, mais voilà. Et ils ont mis la pression maintenant sur le gouvernement, sur le conseil pour payer les salaires, et ça a créé un blocage. Donc les deux points qui ont bloqué le renouvellement de cette trêve il y a 2 jours, c'est le paiement des salaires et la réouverture des routes de Taïs. Donc, quelle solution? Et je tiens aussi à préciser que le gouvernement ou le PLC, il a fait beaucoup de concessions. Je pense que c'était beaucoup plus que Hadi à l'époque de Hadi. Donc, et pour une personne qui a travaillé avec les Houthis et qui comprend plus ou moins leur mentalité, on sait que à force de donner des concessions, pour eux, c'est une marque de faiblesse. Donc ça montre à quel point le conseil est faible. Et voilà, donc un blocage, la trêve s'est expirée. Et quelles sont les solutions? Je me pose les questions, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans cet état-là, des sorties ou des solutions? Je pense que la première solution dans cet état actuel, c'est que la coalition ou l'Arabie et les Émirats, les pays régionaux, elles soutiennent le conseil présidentiel, parce que voilà, c'était eux plus ou moins qui l'ont formé. Il faut vraiment qu'elle l'aide pour
pour qu'il s'acquitte de ses fonctions. Deuxième point, je pense que c'est d'avoir, je sais pas ce que je dis ça comme ça, imposer un agenda ou proposer un agenda, un mandat pour les membres de conseil de présidentiel, parce que pour limiter un peu leur ambition politique dans le pays. Et troisième point, et c'est le point le plus important à mes yeux, c'est de séparer le dossier politique du dossier économique ou humanitaire, parce qu'il ne faut pas prendre le peuple yéménite en otage. On sait que ce processus politique va durer encore quelques années, on ne sait pas. Peut-être qu'on va passer de cette phase de guerre à une phase de non-guerre, et au milieu il y aura des trêves, et les deux parties vont essayer de gérer au lieu d'agir, elles vont gérer ce genre de trêve. Donc il faut aider les Yéménites à vivre correctement, en séparant ces dossiers. Quatrième point, c'est demander que la communauté internationale demande directement à la coalition, aux pays de coalition, et aussi à l'Iran, de ne pas influencer les forces armées yéménites, parce que maintenant, comme on a des membres de conseil présidentiel, c'est eux maintenant qui dirigent quelquefois les groupes armés ou maintenant les armées étatiques, et ça crée de l'anarchie dans le pays. Donc il faut vraiment responsabiliser ces pays pour qu'elles lèvent leurs mains sur le Yémen. Et je termine par ce point, pour après enchaîner avec toi sur la deuxième partie, le rôle des femmes. Je pense qu'il faut accorder aussi plus de place pour les femmes dans le processus politique, parce que les hommes politiques yéménites, elles traitent la participation de femmes comme, c'est aussi mon opinion personnelle, comme les notes de bas de page. On a le texte principal. Si on a une petite place, peut-être on peut ajouter, on peut grandir le texte, on peut vraiment le rendre lisible. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça. Donc, quelquefois, on peut le supprimer. C'est pas essentiel. Donc, je termine avec ça et voilà. Merci beaucoup, Linda. C'était très clair et puis beaucoup de détails. Merci. Je voulais juste, parce que tu as pointé un processus qui est important, c'est à mon sens le basculement de l'Arabie Saoudite dans la façon dont il se projette aujourd'hui comme un acteur qui est avant tout dans la médiation. Comment est-ce que tu perçois là, bon, il n'y a pas eu de renouvellement, le principal gain de la trêve finalement, c'était de permettre aussi aux Yéménites de vivre à l'abri des bombardements qui ont été quotidiens pendant plus de 7 années. Et c'est un gain qu'on mesure, je veux dire, pour des enfants, une famille, c'est quelque chose de tout à fait significatif. À partir du moment, et ça faisait partie un peu du deal aussi, c'est-à-dire que les Houthis considéraient que leur position d'envoyer des drones ou des missiles vers l'Arabie Saoudite était seulement en une réponse à l'agression qui était subie et qui était une agression aérienne. À partir du moment où les Saoudiens diraient nous on arrête les bombardements, est-ce qu'on n'aura pas finalement une fragmentation encore plus importante des fronts et donc ça deviendrait réellement une guerre, on pourrait dire, de basse intensité, d'autant plus qu'il y a une territorialisation chacun chez soi, et ce que tu l'as dit, les Houthis au nord, le gouvernement ou ce qu'il en reste au sud. Et ce qu'on a vu pendant la trêve, c'est aussi les grandes tensions à l'intérieur du camp anti-houtiste, et donc la perspective d'unification de ce camp-là a très largement échoué avec les sudistes et notamment Abian, Chabwa, toutes ces régions-là dans le sud où on a des fronts qui sont devenus actifs au sein du camp anti-houtiste. Donc si l'Arabie Saoudite dit nous on n'est plus réellement partie prenante et on n'est pas prêt à aller rebombarder Sanaa, on a quand même un basculement très important. C'est une question très importante, Laurent. Tu sais que les Yéménites attendent maintenant de voir la réaction de l'Arabie Saoudite et de la coalition.
Parce que maintenant, dès que la trêve s'est expirée, il y a maintenant, les Houthis ils ont recommencé. C'est-à-dire, il y a des petites, je ne peux pas dire des petites, mais les affrontements ont été repris, comme c'était le cas post-trêve, à Taïs et à Mareb. Et on s'attend maintenant de voir est-ce que l'Arabie Saoudite va intervenir, parce que s'il applique cette stratégie d'être seulement un médiateur, est-ce qu'elle va intervenir, est-ce qu'elle va aider l'armée yéménite pro-PLC pour lutter contre les Houthis? C'est quelque chose qu'on attend de voir en fait. On n'est pas sûr. Est-ce qu'ils vont changer? Au Yémen, tout est possible. Ça c'est aussi, je pense, c'est une réalité. Je crois que les Saoudiens, depuis maintenant quelques années, cherchent à en sortir de cette guerre. Je pense que c'était une mauvaise décision de leur part. Et elles ont tout essayé, elles ont dépensé pas mal d'argent, mais it's too late. Elles sont dedans maintenant. Donc, je crois que cette dernière stratégie, elle vient de la désespérance. C'est juste parce qu'ils ont essayé plusieurs méthodes et ça ne marchait pas. Donc, pourquoi pas appliquer, être remplacé ou jouer le rôle de l'ONU dans ce processus. Donc, on s'attend à tout. On n'est pas sûr. Honnêtement, après cette trêve, on ne sait pas parce que nous, on avait le sentiment que c'est fini. C'est-à-dire qu'il y aura un règlement politique, une sortie à travers une petite porte, mais pas en solution durable. Et je crois que oui, c'est la décision de l'Arabie Saoudite, elle a aidé aussi, je crois, elle a renforcé cette fragmentation. Ça c'est vrai. Oui, on l'a vu dans le sud avec certains membres de conseil présidentiel, comme par exemple le Sisi, qui a essayé aussi de prendre par force et sans obéir au président du conseil présidentiel, de prendre par exemple Abiyan ou Chabois. Donc il y avait des tentatives de la part de Sisi. Et on se pose même la question si il y a une sorte d'accord entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Parce que réellement, elles sont dans le même camp, c'est-à-dire la coalition, mais sur terrain, c'est différent, parce que les Émirats elles soutiennent des forces armées au sud, et ça ne va pas avec l'agenda saoudien. Donc, everything is possible. Puis un autre point avant de passer peut-être la dimension plus liée à ta propre expérience et la question de l'engagement des femmes dans les médiations. Il y a un autre point qui a été soulevé et qui moi me semble important, c'est combien en fait la phase de trêve a constitué aussi pour les autistes une forme de pause qui leur a été très largement bénéfique et j'aimerais juste que tu nous dises, là ces dernières semaines on a eu la succession de fêtes ou de célébrations qui sont tout à fait significatives et qui ont pointé du doigt en fait un nouveau déséquilibre qui était assez inattendu, c'est le déséquilibre militaire avec le défilé des autistes à Sanaa qui était absolument impressionnant. Et face à celui-là, quelques jours plus tard, le 26 septembre, le défilé de l'armée dite du gouvernement légitime et qui a laissé voir une armée en guenilles, comme on peut dire, qui signale que bien là, il y a quelque chose qui s'est aussi passé et qui va probablement avoir un rôle important dans les mois qui viennent. Moi, c'est-à-dire comment ma perception de ces parades militaires ou ces défilés, je trouve que c'était une façon de montrer qu'ils ont de la force, mais réellement, je pense que les deux côtés sont fatigués, ils ne cherchent pas à revenir à la guerre. Donc c'était juste pour montrer leur capacité à faire la guerre, etc. Et si on aime bien faire la guerre, à mon avis, il ne faut pas montrer les armes et tout, il faut avoir une stratégie. On a, je pense, donc, pour moi, les Yéménites en ce moment, c'est-à-dire
Non, mais c'était sur de ta perception, on dit que c'était cet aspect-là sur l'usure des belligérants est important. Il faut l'espérer, je pense, pour les Yéménites, évidemment, pour que ça ne se relance pas de façon massive. Je crois que le Conseil présidentiel et les armées les armées étatiques en ce moment, elles n'ont pas vraiment, elles ont tellement dispersé que c'est difficile d'avoir un camp anti-Houthi en ce moment. C'est-à-dire, c'était l'objectif de la création ou de la formation de ce Conseil présidentiel, mais réellement, c'est pas le cas. Donc, et c'est pourquoi les Houthis actuellement, à mon avis, les rapports de force ils sont différents et que là, si on revient à la guerre, il y a une forte chance, si par exemple on parle le soutien de la coalition, il y a une forte chance que les Houthis font des avances vers le Maghreb parce que pendant cette trêve, ils se sont bien organisés. Il y avait même des journalistes qui ont alerté à plusieurs reprises c'est-à-dire qu'ils étaient en train de préparer leur camp, leur front à Maghreb. Ils étaient en train de se préparer pendant la trêve. Et c'était le cas pendant la conférence de dialogue national. La conférence avait lieu au Mozambique en 2013 et eux, ils étaient en train de faire la guerre à Amran. Donc c'est leur façon. Ils sont polyvalents, malheureusement. Donc, ce qu'on souhaitait aborder dans le cadre de cette deuxième partie, c'était plus toi, ta propre expérience, tes propres perceptions en fait, des apports et probablement des limites aussi des négociations qui ont pu être menées, notamment les négociations, ce qu'on appelle Track 2 ou Track 3, qui sont menées, c'est-à-dire en parallèle ou en complément des négociations qui ont lieu au niveau des gouvernements ou des grands responsables politiques, des choses qui sont mises en place au niveau local, au niveau de certains groupes spécifiques, et donc notamment les femmes, parce que tout à l'heure tu as abordé cet enjeu-là. Donc c'était intéressant que tu puisses présenter un petit peu de toi, ta propre expérience. Moi, je voulais juste donner quelques idées sur la participation des femmes dans le processus politique, parce que c'est un sujet. Par exemple, ici à Paris, j'ai assisté ou j'ai même intervenu à plusieurs reprises sur le Yémen, mais jamais, on ne m'invitait jamais de parler sur la femme yéménite, jamais. Ni en tant que victime, ni en tant qu'acteur, rien du tout. Et je trouve ça triste dans un pays comme la France. Mais sachez que les femmes yéménites, on a deux types de femmes. Les femmes qui sont sous le contrôle, c'est-à-dire dans les zones contrôlées par les Houthis, et qui subissent, je tiens à les saluer ce soir parce qu'elles subissent actuellement de l'injustice. Les Houthis ils cherchent vraiment à contrôler et à limiter leur circulation. On leur impose maintenant avoir un mahram pour aller au travail, c'est-à-dire avoir un homme, un silhouette homme, un frère, un cousin, père, pour aller au travail, et notamment pour les femmes qui travaillent dans des organisations internationales, une sorte de médiation, à mon avis, et pour les obliger à démissionner ou à rester chez elles. On cherche, c'est-à-dire les Houthis maintenant ils suppriment leurs photos des journaux, c'est-à-dire les femmes n'ont plus le droit de s'afficher, le maquillage est interdit à l'université, même les porter des talons. C'est la police de mœurs qui existe en Iran, et là aussi on salue les femmes iraniennes. Donc, mais les Houthis cherchent à apporter cette expérience au Yémen, et je trouve que c'est triste, et c'est pourquoi de l'autre côté nous avons des femmes qui travaillent pour faire valoir les droits de ces femmes au sein du Yémen, faire entendre leur voix. Et ces femmes, ce sont des femmes qui travaillent dans des zones soit contrôlées par un peu stable au sud et à l'extérieur du Yémen. Et je donne l'exemple de l'organisation Peace Track Initiative. C'est une organisation qui est à l'âge de cette guerre. Donc elle a été créée en 2015. Et c'était l'initiative de quelques femmes qui ont
trouvé ou qu'ils ont compris l'importance de la création de ce genre d'organisation. Et c'était en quelque sorte une organisation qui a essayé de regrouper les femmes au sein du Yémen et à l'extérieur du Yémen pour créer une entité pour défendre les droits des femmes yéménites en général et notamment leur droit à participer dans la vie politique. Le premier prétexte des hommes politiques au Yémen, c'est que les femmes n'ont pas d'expérience. Donc voilà, pourquoi appliquer un quota de moins 30% pour leur participation en sorte de... Voilà, c'est pas important. Sauf que les femmes, elles ont eu le courage, elles ont répondu par quelque chose qui est concret avec la création d'un réseau qui s'appelle Women Solidarity Network. C'est un réseau qui comprend l'expertise, c'est-à-dire les femmes qui ont beaucoup d'expérience, d'expertise dans les différents domaines économiques, sociaux, humanitaires. Et on a à peu près entre 350 et 400 profils. Donc tout est préparé, tout. Et l'organisation, Peace Track Initiative, elle fait le secrétariat pour ce réseau. Et nous cherchons vraiment à promouvoir cette base de données d'expertise pour dire que voilà, si vous avez besoin d'une femme dans un domaine, on a vraiment les profils, allez sur le site et regardez, peut-être que vous allez trouver quelque chose. Aussi, il y a, et je pense que, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais il y a également un projet, et c'était une première initiative au Yémen, je crois, avec Peace Track Initiative, c'est ce qu'on appelle la Feminist Peace Roadmap. C'est la feuille de route sur le processus politique au Yémen. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec le texte, pour moi, je crois à ce travail parce que au moins c'est le produit purement féministe. Ce sont des femmes qui ont élaboré, qui ont aidé, qui ont essayé de refléter leur vision de processus politique. Elles sont les premières victimes de cette guerre, donc il faut qu'elles aillent leur mot à dire. Donc ce texte, c'est un texte vivant, c'est un texte qui c'est-à-dire pour qu'elle soit à jour et pour qu'elle suive le contexte politique, c'est-à-dire on travaille en coopération avec les partis politiques. Ce texte il a été même envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'envoyé spécial des Nations Unies. Et nous avons eu un meeting avec lui au mois de juin à Amman. Et il a avoué lui-même que son équipe elle s'est inspirée de ce texte. Sauf que dans les médias, on ne le dit pas. C'est toujours dans des réunions internes comme ça. Donc, c'est de ne pas donner de valeur à ce travail. Ce texte de FPR ou de Feminist Peace Roadmap, il comprend 3 phases. C'est la phase sur le cessez-le-feu, et je pense que c'est une phase importante parce qu'elle a été déclinée sur tout ce qui est humanitaire, économique, des arrangements, etc. Et il y a une phase sur la période transitionnelle et l'agenda politique où comment on peut imaginer un peu la sortie de ce là. Donc, je répète, peut-être c'est-à-dire qu'on soit d'accord avec le texte ou pas, mais je pense qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Et pour l'instant, je crois que les 2 pays qui soutiennent plus les femmes au Yémen, qui financent ce genre de projet, c'est soit les Norvégiens, soit les Hollandais. La France n'est pas là. Et l'Union européenne. Si on considère la France comme il est un membre de l'Union européenne, ok, mais il n'y a pas de soutien direct à ce genre de projet. Et, mais moi, je ne faisais pas partie de ce domaine de travail, des organisations femmes, etc. C'est un nouveau monde pour moi. Et j'avoue que je suis ravie que j'ai eu cette opportunité de croiser des femmes que je connais, c'est-à-dire de loin, c'est-à-dire je connais leur profil de loin et tout, mais je ne savais pas à quel point c'est difficile pour elles de faire passer un message. Ces femmes à l'étranger, les femmes yéménites à l'étranger, ou même au Yémen, qu'est-ce qu'elles font? Quelquefois, elles essayent d'envoyer des messages avant chaque briefing
Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Yémen pour intégrer quelques points, notamment sur l'injustice subie que les femmes yéménites, sur le contrôle des Houthis, les injustices qu'elles subissent. Donc, difficile. On cherche, avec les éléments qu'on a, de faire passer, de dire que voilà, même si pour l'instant il n'y a pas de solution, quand même, voilà, il faut l'indiquer, il faut le noter, il faut que ça soit là, qu'on le lit même sur Internet. Et je termine par un point, c'est que les femmes, je pense que c'est le cas de toutes les femmes partout dans le monde, c'est que les femmes doivent travailler, et on a ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire qu'on doit travailler et on doit faire valoir notre travail. Et c'est difficile. Merci. Il y a un élément qui, moi, me semble intéressant, au-delà de cette expérience à valoriser, mais c'est avant tout, effectivement, aux Yéménites et puis aux puissances régionales autour de valoriser en fait, ce travail-là, de l'intégrer. Malheureusement, on a de bonnes raisons de penser qu'ils ne le font pas. C'est vrai que le conseil présidentiel, là, ne fait même pas semblant. C'est 8 hommes. Et il n'y a eu aucune volonté en fait, d'intégrer aussi des actrices politiques qui existaient et qui auraient pu émerger par ce biais-là. C'est juste pour une raison très simple, parce que les femmes ne sont pas là pour faire la guerre, on n'a pas des groupes armés derrière. Si on avait ça, je pense qu'on a... Il faut se mettre au travail, j'espère pas quand même. Et en fait, un des points qui, moi, me semble vraiment intéressant, c'est celui que tu pointais du doigt concernant les changements dans la société sous le joug des autistes, qu'on a du mal un petit peu à appréhender et qui viennent d'une certaine manière nous questionner encore plus sur la perception qui est la perception dominante de ce conflit, particulièrement en Occident. Je pense que c'est moins le cas dans le monde arabe quand même, où il y a cette conscience des limites des autistes. Mais c'est quelque chose que de nombreux Yéménites ressentent assez durement, en fait, je pense, dans le discours qui, parfois, en Occident, va très directement se concentrer soit sur les Émirats arabes unis, soit sur l'Arabie saoudite, à raison, parce qu'il y a une responsabilité très forte quand on bombarde. Il y a évidemment aussi des questions de droits humains qui sont au cœur, mais simplement d'aussi accepter la complexité de ce conflit-là en intégrant eh bien, la part noire qui est celle des autistes, et de plus en plus noire, qui transforme la société, les droits des femmes, les droits humains d'une façon générale, les droits politiques. Et donc de critiquer l'intervention de l'Arabie saoudite ne signifie pas qu'on oublie aussi ce que les autistes font, y compris à la société de façon quotidienne. Et j'ai une petite anecdote très récente, c'est que les Houthis, quand ils ont négocié le renouvellement de cette trêve, pendant les négociations, ils ont osé demander à l'envoyé spécial des Nations Unies de supprimer les femmes pendant ce travail, pendant cette trêve. Et l'envoyé spécial, malheureusement, lui-même, il a osé demander l'appui de la communauté internationale pour, parce qu'elle avait vraiment, c'était l'envoyé spécial, elle voulait vraiment arriver à un renouvellement. Et donc, pour nous, c'est abominable. Parce que c'est comme si on demande aux femmes de revenir à la case départ. Donc, et ce traitement de la question des femmes à des géométries variables, pour moi, c'est incompréhensible. Parce que d'un côté, il y a la communauté internationale qui ajoute dans chaque communiqué une phrase sur la participation pour encourager le gouvernement d'ajouter les femmes, ajouter ce quota de moins de 30%. Mais réellement, il n'y a pas de pression de la part de la communauté internationale. Et si on leur demande de faire ça, de retirer les femmes comme ça, sans raison, on ne faisait pas partie du problème au départ pendant ce trêve. Mais on est les premiers sur la liste quand on cherche à éliminer un membre de ce processus. Mais je pense aussi que l'envoyé spécial, ça aussi, je ne veux pas vraiment, c'est pas une critique à son égard,
Mais je pense qu'elle a aussi la responsabilité de communiquer ce genre de violation de droits humains. Parce que la libre circulation, c'est un droit humain. On n'a pas vraiment... il y a beaucoup de femmes yéménites maintenant qui habitent dans les zones contrôlées par les Houthis qui n'arrivent pas à participer à des conférences pour parler c'est-à-dire à voyager. Il faut le mahram, mais s'il s'agit d'une conférence hors du Yémen, là, c'est tellement compliqué parce que dans leur tête, voilà, c'est possible qu'on va parler de leur oppression. Donc, mais je suis sûre qu'il y a des messages qui arrivent au bureau de l'envoyé spécial et au Yémen, son bureau de l'Aden. Donc, il faut accorder plus d'importance à ce genre d'alerte parce qu'on ne va pas arriver à ce qui se passe actuellement en Iran. Et on va peut-être ouvrir la séance de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitiez aborder? J'entends... il y a peut-être un micro déjà qui peut circuler. Non, mais il faut les garder, je pense, pour la diffusion. Merci beaucoup. Juste une question concernant un pays voisin dont on connaît bien, le sultanat d'Oman. Il paraît que les informations donnent que toutes les armes et l'aide logistique provenant d'Iran passent par le sultanat d'Oman. Première question, est-ce que c'est vrai, c'est véridique? Et deuxième question, qu'est-ce qui joue exactement les Omanais, le pouvoir omanais dans la région, vu qu'il dépend aussi de ses voisins saoudiens et émiratis d'un point de vue économique? Sur les armes qui viennent de la part qui arrivent au Yémen de la part de Oman, je pense qu'il y avait un cas ou deux qui ont été signalés par le gouvernement yéménite, mais ce n'était pas vraiment des quantités importantes. Comme c'est quelque chose, comme il y avait des rumeurs auparavant, le gouvernement la cherche vraiment à médiatiser ce genre de choses. Mais je pense que ce n'est pas le point le plus important parce que les Houthis actuellement fabriquent leurs drones. Donc, le porte-parole des Houthis, il y a une semaine, elle a déclaré clairement, elle a remercié l'Iran pour le soutien technique pour la fabrication des armes. Donc, voilà, ça aussi le rapport de force. C'est pour vous dire que pour eux, tout est gagné. Et le rôle de Oman, au départ, c'est-à-dire il y a quelques années, pendant cette guerre, les Yéménites, ils étaient pour l'existence de son rôle, parce qu'elle permettait à l'époque d'avoir un endroit pour les Houthis et pour se communiquer en quelque sorte. Les Houthis, ils ont essayé de passer leur message à travers la Roumanie et tout. Mais maintenant, avec le départ, il y a beaucoup de Houthis qui se sont installés à Mascate, qui font du business, etc. C'est comme maintenant le Riyad pour les membres de gouvernement légitimes. Donc c'est leur capitale plus ou moins. J'exagère, mais donc c'est leur sortie. Quand elles sortent, c'est toujours par Oman avant l'ouverture de l'aéroport de Sanaa. Mais le rôle romanien maintenant, il n'est pas positivement perçu par les Yéménites. Je pense que même le regard elle a un peu changé parce que c'est un rôle qui n'est pas clair. Et on pense qu'il est au profit de Houthi plus qu'au profit de peuple yéménite. Voilà, donc c'est le roman. Non, rien de particulier, juste un peu un commentaire général, c'est dans la géopolitique, c'est bien et c'est intéressant de chercher à donner finalement une rationalité à un certain nombre de politiques, de visions ou de rumeurs. Mais en fait, souvent c'est un petit peu artificiel pour ce qui concerne je dirais les politiques régionales qui sont menées. Et là, je pense que Oman est finalement un bon exemple justement de cette capacité parfois qu'ont les analystes, les journalistes ou
politologue, a extrapolé d'une certaine manière. Et là, la question du rôle dans l'armement, alors il y a eu effectivement des rapports de l'ONU qui pointaient du doigt certaines routes, mais comme le disait Linda, c'est quelque chose qui est probablement, moi je ne suis pas un expert et c'est pas mon travail, c'est probablement très marginal pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on a du mal à percevoir l'intérêt concret des Omanais, d'autre part parce que techniquement c'est complexe, notamment parce que ça implique de retraverser le Yémen. Alors bon, en Oman on pourrait estimer que s'il y a des soutiens haut placés, ça peut se faire, mais ensuite traverser des lignes de front qui sont contrôlées par bien les adversaires, les ennemis des houthis, ça complexifie très largement l'opération. Ensuite, ce qui me semble intéressant dans la phase récente concernant Oman, c'est un rapprochement plus direct du gouvernement omanais, le nouveau sultan notamment, avec ses voisins, que ce soit les Émirats Arabes Unis ou bien l'Arabie Saoudite. On a eu des visites d'État dans ces pays-là qui ont probablement réduit la latitude des Omanais et donc réduit aussi leur volonté de jouer ce qu'on pourrait appeler un rôle de mouche du coche qui viendrait embêter les grands voisins. Donc ils sont probablement plus attentifs et ils le font, et les Saoudiens eux-mêmes doivent savoir que c'est pas inutile d'avoir aussi Oman qui sert un peu d'espace d'expression pour les touristes. Il y avait une autre. Là, il me semblait que c'était la première Oui, je voulais que vous reveniez, quand vous évoquiez la part noire des houthis, j'aurais bien aimé que vous nous donniez l'un et l'autre des exemples peut-être un peu récents de comment ça se traduit, parce que l'un des problèmes avec le Yémen, c'est qu'on a un manque d'accès à l'information sur le terrain, pour des questions évidentes. Et l'autre question, c'était plus, alors je sais que le rôle de l'Iran est toujours un peu peut-être surévalué, mais est-ce que ce qui se passe actuellement en Iran, même si le mouvement houthi a son autonomie, est-ce que c'est quelque chose qui à terme peut avoir une influence, une plus grande autonomisation du mouvement houtiste? Comment vous voyez ce qui se passe actuellement en Iran? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le Yémen et sur le mouvement houtiste? Merci. Je commence par la deuxième question. C'est tout ce qui se passe en Iran en ce moment. On le suit avec beaucoup de compassion parce que on le compare toujours avec tout ce qui se passe au nord du Yémen et on voit que les Houthis n'ont pas appris la leçon, je crois. Et je crois qu'au moment où les femmes iraniennes elles cherchent vraiment à réclamer leur place, à dire que c'est à elles de choisir de porter ce foulard ou le voile ou pas, les Houthis de leur côté ils sont en train d'imposer vraiment des restrictions qui n'existaient pas auparavant sur les femmes yéménites, avec un silence un peu dérangeant de la part de la communauté internationale et même des pays régionaux au monde. Et on voit en même temps que l'Arabie Saoudite, il y a un progrès flagrant sur les droits des femmes. Et c'est triste parce qu'on avait, à une époque, la femme yéménite, elle avait plus de droits que les femmes saoudiennes. Et maintenant, il y a un code des frontières qui nous sépare et le Yémen, elle revient en arrière, je ne sais pas, on dit 2 décennies en arrière en termes des droits des femmes et même des droits humains en général. Donc, c'est sûr que les Houthis s'inspirent de tout ce qui est méthode iranienne ou leur façon de gouverner, leur police de mœurs, par exemple. Ça, on ne l'avait pas auparavant. Ça existait en Arabie Saoudite, mais pas au Yémen. De oser même contrôler les talents des femmes dans les universités, pour nous, c'est extrême. Et à mon avis, comme le peuple yéménite au nord, pour l'instant, elle préfère d'être calme au lieu de faire une révolution contre les Houthis, parce que soit
ça sera vraiment une guerre perdue pour l'instant, vu la méchanceté et que les Houthis eux-mêmes ce sont des guerriers, c'est leur, comme on dit en arabe, ce sont vraiment des gens qui vivent pour faire la guerre, c'est leur point fort. Donc les femmes, elles acceptent pour le moment et en attendant soit en dénonciation, soit en intervention de l'extérieur. Donc l'Iran et les Houthis, pour nous c'est vraiment c'est ce qui a vraiment amené le Yémen dans cet état, je trouve. Et c'est pas pour dire que l'Arabie Saoudite n'a rien fait, mais on parle de la liberté des femmes, mais il faut aussi aborder ce thème d'indoctriner les enfants, c'est-à-dire d'apprendre aux enfants de faire la guerre au lieu d'apprendre c'est-à-dire tout ce qui est éducation. Elles ont changé les livres scolaires, elles ont fait beaucoup de choses. Et je pense que tout ça, on va voir les conséquences de tout ce changement dans l'avenir. Parce que maintenant, on parle que là de processus politique, de processus de paix, mais on ignore les conséquences de cette guerre et à mon avis, ce sont des conséquences lourdes à long terme. Non, tu as répondu très largement, mais c'est vrai qu'au-delà des questions des droits des femmes, il y a des bonnes raisons d'être aussi inquiet concernant je dirais, les capacités de contrôle des autistes sur la société et les changements qu'ils impliquent en termes de liberté d'expression, en termes d'accaparement d'un certain nombre de ressources par un groupe bien particulier et qui produit une forme de féodalisation en fait qui remet en cause un certain nombre d'éléments constitutifs de la nation yéménite, du projet républicain qui s'était imposé depuis les années 60 à marche forcée et souvent par la violence. Et c'est quelque chose qui est assez préoccupant, y compris en termes d'ethnicisation en fait, du tissu politique et social. La mise en avant notamment d'une forme d'exclusion d'une part représentée par les autistes qui sont les descendants du prophète, les Hachémites, et ça c'est quelque chose de préoccupant je pense pour l'avenir et qui préoccupe sans doute beaucoup de Yéménites, notamment incarné par l'émergence d'un mouvement qui s'appelle El-Arqiad, qui dénie en fait aux descendants du prophète, qui constitue une part significative de la population. On a du mal à la quantifier, mais dans certaines régions, c'est probablement 20 ou 30% de la population. Cette catégorie-là de descendants du prophète se trouve d'une certaine manière exclue par une autre composante et considérée comme étrangère, inféodée à l'Iran, inféodée à des intérêts donc étrangers. Et là, il y a quelque chose qui était quand même largement inconnu par les Yéménites, mais qui est attisé par le contrôle exercé par les autistes sur tout un tas de ressources. Bonjour, merci pour votre intervention. Juste avant de lancer ma question, juste pour préciser qu'effectivement les Houthis à la base c'est juste une petite tribu qui aujourd'hui leur force constitue le financement incroyable et un armement incroyable qu'on ne peut pas dire qu'ils ont construit eux-mêmes. D'où ma question, c'est pourquoi lors des négociations on n'intègre pas une pression sur leur fournisseur principal aujourd'hui l'Iran, quel que soit le moyen dont ils arrivent à faire entrer des armes au Yémen et notamment comme on l'a vu la semaine dernière des hélicoptères. Moi, ma question, c'est pourquoi on ne les intègre pas dans ces négociations, parce qu'aujourd'hui, les Houthis dans les villages en dehors de Sanaa, c'est seulement des personnes de ces villages-là qu'ils ont armés. Donc si on arrive peut-être à couper cet afflux d'armes et de financement, est-ce que ça ne mettrait pas une pression aux Houthis qui, rappelons-le, peut
d'entre eux sont, la plupart sont illettrés, et ils avaient mis à leur tête de gouvernement quelqu'un qui n'avait même pas le bac à l'époque. Donc moi en question, ça c'est pourquoi on ne l'intègre pas dans le discours. Et ma deuxième question, c'est quand on parle aujourd'hui, même en France, des bombardements qui se passent au Yémen, on parle quasi exclusivement des bombardements réalisés par coalition, et on ne parle jamais, ou quasiment jamais, des bombardements à répétition qui sont passés même lors de la trêve sur les civils, que ce soit par des missiles, par des drones maintenant, ou par d'autres types de bombardements qui, dans la plupart des villes en dessous de Sahara, ont causé la majorité des victimes qu'on recense aujourd'hui, que ce soit chez les femmes et les enfants. C'est un peu enfin, vous rejoignez le point qui a été fait concernant, je dirais, la part sombre des autistes et le fait de tenir, la nécessité de tenir les deux bouts en fait, de la dénonciation de ce que la coalition a pu faire, et puis la dénonciation aussi des agissements des autistes. Maintenant, l'arrivée d'hélicoptères, la pression sur l'Iran, je pense que ça signale le peu de cas, d'une certaine manière, qui est fait du dossier yéménite, non pas par les diplomates, non pas par les ONG, qui elles agissent chacune comme elles peuvent, mais de façon générale par les grands décideurs qui préfèrent d'une certaine manière mettre des priorités, et ça se comprend, et la priorité c'était de trouver des accommodements avec l'Iran pour trouver un moyen de signer un accord. Donc là-dessus, la pression directe exercée sur l'Iran, on peut le déplorer, mais était somme toute assez minimale. Pour ce qui est de l'arrivée d'hélicoptères, moi j'ai pas d'informations directes. Je pense que l'essentiel quand même reste. Je veux bien, après les informations qui parfois circulent sont quand même assez problématiques, et je ne suis pas qualifié pour savoir si elles sont authentiques ou pas, mais il reste que l'armée yéménite a transféré très largement pendant la période où elle était alliée via salaire aux Houthis un grand nombre de matériel, et c'est ce matériel-là qui est essentiellement utilisé et qui continue à l'être. Ou sinon, les Saoudiens qui sont censés contrôler les entrées et les sorties avec un blocus font très très mal leur travail, ce qui est une possibilité aussi. Et je suis d'accord avec Laurent sur un point, que je n'ai pas entendu parler d'hélicoptère. Je ne sais pas ce que... oui. Mais parce que, je crois, le gouvernement légitime l'attend, ce genre d'information. Si c'était le cas, on a dû avoir vraiment une médiatisation de cette information. Mais je voudrais revenir sur les Houthis. Vous avez dit que si on coupe, par exemple, si on ne fournit pas des armes pour les Houthis à Sanaa, mais les Houthis ne sont pas seulement à Sanaa. Ils sont à Eb, ils sont à Amran, ils sont à Saada, et un peu partout, à Hadja, un peu partout dans le nord. Et ils ont le monopole, c'est-à-dire ils ont vraiment la main mise sur toutes les casernes de l'État à l'époque. Donc, et ce que je viens de dire, que le porte-parole l'a dit il y a une semaine, c'est-à-dire il a dit qu'on n'avait pas vraiment besoin de recevoir des armes de la part de l'Iran parce qu'on en a appris maintenant. Merci à l'Iran pour tout ce qui est lié à l'expertise technique. Et la dernière défilé au parade, c'était vraiment des missiles made in Yemen pour the first time. Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question. Oui, bonsoir, merci pour vos interventions. Moi, je voulais juste sortir un peu, parler de géographie, faire le lien. Dans quelle mesure la situation géographique, que ce soit du Yémen, la Somalie et Djibouti en face, voire l'Érythrée, dans quelle mesure ça impacte sur les évolutions du conflit? Si tant est qu'on puisse faire une analyse par rapport à la mer Rouge, par rapport aux enjeux, aux enjeux du secteur géographique. Merci. Je vois au moins deux dimensions. Il y a une dimension qui est peut-être liée au fait qu'on est géographiquement dans une forme d'impasse aussi, au moins pour la fuite des Yéménites, ce qui a probablement très directement limité les flux de réfugiés.
tout simplement parce que il faut traverser une mer, donc on n'est pas dans la même situation que par exemple la Syrie. Et après, la deuxième question, elle est peut-être liée plus à la dimension proprement stratégique de cette zone-là, qui implique un engagement, notamment des Émirats arabes unis dans la région, et une volonté de se positionner, qui probablement amène les Émirats à boxer dans une catégorie qui n'est pas nécessairement la leur, et qui pourrait se retourner, mais en même temps on a vu des cas à travers l'histoire où justement c'est plutôt un succès. Donc là il y a effectivement deux liens forts de la géographie qui probablement sont intéressants. Très bien, donc on va terminer cette séance en vous remerciant déjà pour votre venue, et puis également vous informer qu'on aura au CAREP mardi prochain, donc le 11, une séance sur un sujet bien différent, l'économie de la fripe en Tunisie, qui sera organisée autour des travaux de Katharina Grunheisen, voilà, qui est dans la salle, et donc on aura plaisir à écouter soit dans la salle directement, soit en ligne ou en différé via la chaîne YouTube du CAREP. Merci beaucoup, merci à Linda. Je pense que c'est toujours, comme je l'ai dit en introduction, vraiment important d'entendre des voix de Yéménites, de les valoriser, de les cultiver aussi au sens noble du terme, parce qu'elles sont réellement importantes, elles sont trop rares souvent dans les médias, dans les espaces également de réflexion. Donc merci à Linda, et merci au CAREP d'organiser toujours des débats aussi vivants. Merci.